Le 14 mars 1995, à 10h47 précise, Caroline Mercier, 17 ans, sort de la salle B12 du lycée Georges de la Tour à Metz. Elle vient de rendre un contrôle de mathématiques. Ses camarades la voient descendre l'escalier principal, son sac à dos bleu marine sur l'épaule gauche, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval. À 10h52, elle franchit le portail ouest de l'établissement. Personne ne la reverra jamais vivante. Ce qui semblait être une disparition ordinaire cache en réalité l'une des manipulations les plus glaçantes de l'histoire judiciaire française. Ce matin-là, Caroline aurait dû être en cours de français jusqu'à midi, mais elle est sortie du lycée avec une autorisation signée, tamponnée par l'administration. Une autorisation parfaitement légale en apparence, sauf que cette autorisation n'aurait jamais dû exister. Les enquêteurs mettront des semaines à comprendre que le contrôle de mathématiques lui-même était un leurre, organisé spécifiquement pour faire sortir Caroline de l'établissement à cette heure précise. Quelqu'un voulait qu'elle soit seule, vulnérable, à l'extérieur du lycée ce matin-là. Pendant 23 ans, l'affaire reste dans les limbes judiciaires. Pas assez de preuves, trop de zones d'ombre, des témoignages contradictoires. La famille Mercier se bat contre des portes closes, des dossiers égarés, des fonctionnaires qui haussent les épaules. Puis, en 2018, un archiviste du rectorat de Nancy-Metz tombe sur une chemise cartonnée marron, coincée derrière un radiateur dans un sous-sol poussiéreux. À l'intérieur, des documents que personne n'était censé revoir. Des documents qui vont tout changer. Metz, années 90. La ville est en pleine mutation entre passé industriel et modernisation européenne. Le lycée Georges de la Tour, établissement réputé du centre-ville, accueille près de 1200 élèves issus de milieux variés. Caroline Mercier y est en première scientifique. Élève discrète, travailleuse, elle n'a jamais eu de problème disciplinaire. Son père, Jacques Mercier, est contremaître dans une usine sidérurgique. Sa mère, Monique, travaille comme secrétaire médicale. Une famille ordinaire, sans histoire. Ce qui rend la disparition de Caroline si troublante, c'est son contexte. Elle ne fugue pas. Elle ne traverse pas de crise adolescente. Elle n'a pas de petit ami mystérieux, pas de dette, pas de fréquentation douteuse. Le matin du 14 mars, elle embrasse sa mère avant de partir au lycée comme chaque jour. Elle porte son jean préféré, un pull rouge et ses baskets Adidas blanches. Dans son sac, ses cours, une trousse, un sandwich au jambon préparé par Monique. Rien n'indique qu'elle prévoit de ne pas rentrer ce soir-là. L'enquête initiale se concentre sur les heures suivant sa disparition. Des témoins affirment l'avoir vue monter dans une voiture grise près de la gare, mais les descriptions sont floues. D'autres parlent d'une jeune fille correspondant à son signalement aperçu à la frontière luxembourgeoise. Les gendarmes explorent toutes les pistes. Fugue, enlèvement, accident. Mais personne ne remet en question le contrôle de mathématiques. Personne ne pense à vérifier pourquoi Caroline, qui devait être en cours de français, s'est retrouvée dans cette salle B12 ce matin-là. Le dossier administratif découvert en 2018 change la donne. Il contient des échanges de courriers entre le proviseur adjoint, un surveillant général et un professeur de mathématiques nommé Didier Arnoux. Ces documents révèlent une vérité glaçante. Le contrôle du 14 mars n'était pas un contrôle ordinaire. Il avait été créé spécifiquement pour Caroline, et l'autorisation de sortie qui lui a permis de quitter le lycée n'a jamais été demandée par ses parents. Quelqu'un voulait Caroline hors du lycée, seule à 10h52 précise ce matin-là. Avant de continuer cette plongée dans l'une des affaires les plus troublantes de Lorraine, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Laissez un like si cette histoire vous interpelle et dites-nous en commentaire de quelle ville et à quelle heure vous nous regardez. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à mettre en lumière ces affaires oubliées. Maintenant, revenons à ce qui s'est réellement passé le 14 mars 1995. Le 13 mars 1995, la veille de sa disparition, Caroline rentre du lycée vers 17h30. Elle semble normale, peut-être un peu fatiguée. Elle dîne avec sa famille, regarde la télévision, monte dans sa chambre vers 21h. Sa mère se souviendra plus tard d'un détail. Caroline a passé un long moment au téléphone ce soir-là, la porte de sa chambre fermée. Avec qui parlait-elle? Les relevés téléphoniques ne seront jamais demandés à temps. Après 3 semaines, l'opérateur efface automatiquement les données, une erreur qui coûtera cher à l'enquête. Le matin du 14 mars,
Caroline se lève à 6h45. Routine habituelle. Douche, petit déjeuner, vérification de son cartable. Monique remarque que sa fille semble distraite. « Ça va, ma chérie ?» demande-t-elle. « Oui, maman, j'ai juste un contrôle ce matin. » Caroline ne précise pas de quelle matière. Monique pensera automatiquement au français, le cours prévu sur son emploi du temps. Elle ne sait pas encore que le contrôle dont parle Caroline n'apparaît sur aucun planning officiel. Elle ne sait pas qu'un piège se referme déjà sur sa fille. À 8h12, Caroline arrive au lycée. Les caméras de surveillance, vieilles et peu fiables, captent une silhouette floue franchissant le portail. Elle rejoint son groupe d'amis dans la cour, Mathilde, Sophie et Aurélie. Elle discute, rit. Mathilde racontera aux enquêteurs que Caroline semblait normale, peut-être un peu tendue. Elle a dit qu'elle avait un truc à faire après les cours, qu'elle serait peut-être pas là cet après-midi. Un truc à faire. Quoi? Personne n'a pensé à poser la question ce matin-là. À 8h30, premier cours, histoire-géographie. Caroline est présente, elle prend des notes, participe peu. Le professeur, Madame Keller, ne remarque rien d'anormal. À 9h30, courte pause. Caroline reste dans la cour avec ses amis. À 10h, elle devrait normalement aller en cours de français avec Monsieur Blanc. Mais à 9h58, un surveillant vient la chercher dans le couloir. « Caroline Mercier, vous avez un contrôle de rattrapage en salle B12. Vous êtes convoquée maintenant. » Caroline fronce les sourcils. Un contrôle de rattrapage? Elle n'a rien raté, mais elle suit le surveillant sans discuter. La salle B12 est une petite salle habituellement utilisée pour les réunions administratives. Ce matin-là, elle est vide, à l'exception de 3 tables alignées. Sur l'une d'elles, une feuille blanche avec un en-tête. Contrôle de mathématiques, rattrapage session février 1995. Caroline est confuse. Elle n'a pas raté de contrôle en février. Sa moyenne de mathématiques tourne autour de 14/20. Mais M. Arnoux, le professeur de mathématiques, est là. Il lui sourit. « Asseyez-vous, Caroline. C'est une simple vérification. Ça ne prendra qu'une demi-heure. » Caroline hésite, puis s'installe. Elle sort sa trousse, son brouillon. Le contrôle commence à 10h14. Caroline se penche sur les questions. Elles sont étrangement simples pour un rattrapage. Des équations du second degré basiques, des calculs de probabilité qu'elle a déjà maîtrisés des mois auparavant. Elle termine en 23 minutes. Monsieur Arnoux récupère sa copie sans la regarder. « Parfait. Vous pouvez y aller. Passez par le secrétariat. Madame Roussel a quelque chose pour vous. » Caroline range ses affaires, perplexe. Quelque chose pour elle? Elle quitte la salle B12 à 10h43. Elle descend au secrétariat situé au rez-de-chaussée. Madame Roussel, secrétaire administrative depuis 15 ans, lui tend une enveloppe Kraft. « Votre mère a appelé ce matin. Elle a demandé qu'on vous remette cette autorisation de sortie. Vous devez aller chez le dentiste, c'est ça. » Caroline ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un formulaire officiel, tamponné, signé. Autorise mademoiselle Caroline Mercier à quitter l'établissement le 14 mars 1995 à 10h45 pour raison médicale. Signature Monique Mercier. Mais Caroline sait que sa mère ne l'a jamais appelée. Elle n'a pas de rendez-vous chez le dentiste. Pourtant, le document semble authentique. Caroline reste figée devant le comptoir. Quelque chose ne va pas. Mais Madame Roussel la presse. « Dépêche-toi, ton rendez-vous est à 11h. Non, tu vas être en retard. » Caroline hésite, puis elle glisse l'autorisation dans son sac. Elle sort du secrétariat, traverse le hall, pousse les portes vitrées. À 10h47, elle est dans la cour. Le portail ouest est ouvert. Elle franchit le seuil, le sac sur l'épaule, la tête pleine de questions. Derrière elle, personne ne semble remarquer son départ. Personne ne se doute que cette autorisation est un faux. À 10h52, Caroline Mercier quitte définitivement l'enceinte du lycée Georges de la Tour. Les caméras la perdent de vue après le portail. Une voiture est garée 100 mètres plus loin, moteur allumé. D'après un témoin anonyme, qui ne se manifestera que 3 ans plus tard, Caroline s'approche de cette voiture, échange quelques mots avec le conducteur, puis monte à l'avant. La voiture démarre. Direction inconnue. Caroline ne reviendra jamais. Et pendant des années, personne ne comprendra que tout a été orchestré. Le contrôle, l'autorisation, le timing. Quelqu'un voulait qu'elle soit là, à cet endroit précis, à cette heure précise. Mais qui? Et pourquoi? L'enquête initiale patine. Les gendarmes interrogent la famille, les amis, les professeurs. Tout le monde semble innocent.
M. Arnoux explique qu'il a organisé ce contrôle de rattrapage sur demande du proviseur adjoint, M. Lemoine. M. Lemoine affirme avoir agi sur demande de Mme Roussel, qui disait avoir reçu un appel des parents. Mme Roussel jure que c'est Monique Mercier qui a téléphoné, mais Monique nie catégoriquement. Les relevés téléphoniques du lycée montrent effectivement un appel entrant à 8h26 ce matin-là, mais impossible de remonter à la source. Les téléphones fixes de 1995 ne gardent pas ces traces. Pendant ce temps, Caroline demeure introuvable. Aucune trace bancaire, aucune utilisation de sa carte d'identité, aucun signalement fiable. Elle s'est littéralement volatilisée après être montée dans cette voiture. Les recherches s'étendent aux forêts environnantes, aux plans d'eau, aux frontières. Rien. L'affaire passe aux journaux télévisés régionaux, puis disparaît progressivement de l'actualité. En 1997, le dossier est classé sans suite. La famille Mercier refuse de baisser les bras, mais se heurte à un mur de silence. Quelque chose ou quelqu'un bloque l'enquête de l'intérieur. Les Mercier le sentent, sans pouvoir le prouver. Les années passent. Jacques Mercier meurt d'un infarctus en 2004, le cœur brisé. Monique continue seule, écrivant aux juges, aux procureurs, aux journalistes. En 2012, un avocat bénévole accepte de reprendre le dossier. Il demande l'accès aux archives du lycée. Refus. Il insiste. Nouveau refus. Les documents, lui dit-on, ont été détruits lors d'un déménagement administratif en 2003. Impossible de vérifier quoi que ce soit. L'avocat abandonne. Monique Mercier, elle, n'abandonne jamais. Elle sait que quelqu'un ment. Elle sait que sa fille a été piégée, mais par qui? La réponse viendra d'un endroit inattendu. Un sous-sol poussiéreux du rectorat de Nancy-Metz, en février 2018. Un archiviste nommé Thomas Pelletier effectue un tri de vieux dossiers avant une rénovation. Derrière un radiateur, coincé entre le mur et la tuyauterie, une chemise cartonnée marron. À l'intérieur, des documents datés de 1995. Thomas les feuillette par curiosité. Puis il se fige. Il vient de comprendre ce qu'il tient entre les mains. Il vient de comprendre que l'affaire Caroline Mercier n'est pas une disparition ordinaire. C'est un crime organisé par ceux-là même qui devaient la protéger. La chemise contient des photocopies de courriers internes. Le premier, daté du 8 mars 1995, est signé par Didier Arnoux, professeur de mathématiques. Il s'adresse au proviseur adjoint, M. Lemoine. Concernant notre conversation d'hier, je confirme que je peux organiser le contrôle le 14 mars à 10h. Il faudra prévoir l'autorisation de sortie en parallèle. Le deuxième document est une note manuscrite de Lemoine à Madame Roussel. Préparez l'autorisation pour Mercier. Signature parentale nécessaire. Utilisez le modèle habituel. Le troisième document glace le sang de Thomas Pelletier. C'est une photocopie de l'autorisation elle-même, avec une annotation au stylo rouge. Signature imitée. MR. MR. Madame Roussel. Thomas Pelletier comprend immédiatement la gravité de ce qu'il vient de découvrir. Ces documents prouvent que le contrôle de mathématiques était un prétexte, que l'autorisation de sortie était un faux, et que plusieurs membres de l'administration du lycée étaient complices. Mais complices de quoi? Pourquoi piéger Caroline Mercier? Quel intérêt avait-il à la faire sortir du lycée ce matin-là? Thomas appelle immédiatement la gendarmerie. Le dossier, officiellement classé depuis 21 ans, est rouvert en urgence. Cette fois, personne ne pourra étouffer la vérité. La réouverture de l'enquête en mars 2018 provoque un séisme dans les institutions lorraines. Le procureur de Metz désigne une juge d'instruction spécialisée dans les affaires anciennes, Madame Claire Dufresne. Elle hérite d'un dossier explosif, des documents prouvant une manipulation administrative, mais pas de corps, pas de mobile clair, et des suspects potentiels aujourd'hui à la retraite. Sa première décision est de convoquer les 3 personnes mentionnées dans les courriers. Didier Arnoux, ancien professeur de mathématiques, Gérard Lemoine, ancien proviseur adjoint, et Sylvie Roussel, ancienne secrétaire. Les interrogatoires commencent en avril 2018. Didier Arnoux, 68 ans, vit désormais à Strasbourg. Il est convoqué le 12 avril. Face à la juge Dufresne, il nie d'abord toute implication. « Je ne me souviens pas de ce contrôle. C'était il y a 23 ans. J'ai organisé des centaines de contrôles dans ma carrière. » Mais quand la juge lui présente le courrier du 8 mars 1995, sa voix tremble. « Ce n'est pas mon écriture.
La juge lui montre alors une expertise graphologique réalisée en urgence. Conclusion formelle. C'est bien son écriture. Arnoux se tait pendant 15 secondes. Puis il lâche « Je veux un avocat ». Il ne dira plus rien pendant des semaines. Gérard Lemoine, 73 ans, retraité en Dordogne, adopte une stratégie différente. Lors de son audition le 18 avril, il admet avoir organisé le contrôle, mais affirme avoir agi sur ordre. Le proviseur de l'époque, M. Delacroix, m'a demandé de mettre ça en place. Il m'a dit que les parents de Caroline avaient des difficultés, qu'ils avaient besoin qu'elle sorte du lycée ce matin-là pour un rendez-vous important. Je n'ai fait que suivre les instructions. La juge note cette déclaration, puis lui demande pourquoi il n'a rien dit lors de l'enquête initiale en 1995. Lemoine baisse les yeux. On m'a dit de me taire, que c'était mieux pour tout le monde. Sylvie Roussel, 62 ans, toujours résidente de Metz, est convoquée le 23 avril. Elle arrive accompagnée d'un avocat. Dès le début de l'audition, elle fond en larmes. « Je sais ce que j'ai fait. Je le regrette tous les jours depuis 23 ans. Mais je n'avais pas le choix. » Elle explique que l'autorisation de sortie lui a été demandée par Lemoine, qui lui a fourni un modèle de signature de Monique Mercier. Il m'a dit que c'était une situation délicate, que les parents ne pouvaient pas se déplacer pour signer, que c'était exceptionnel. J'ai fait confiance à ma hiérarchie. Quand la juge lui demande si elle savait que Caroline allait disparaître, Sylvie Roussel secoue la tête violemment. Non, jamais. Si j'avais su, jamais je n'aurais fait ça. Les auditions révèlent un premier élément clé. Tous les trois affirment avoir agi sur ordre d'une personne décédée, le proviseur Raymond Delacroix, mort en 2007. Pratique pour un mort de porter la responsabilité. Mais la juge Dufresne ne se laisse pas décourager. Elle demande l'exhumation des archives personnelles de Delacroix, saisies chez sa veuve. Parmi ces papiers, un agenda de 1995. À la date du 8 mars, une annotation énigmatique, réunion L, affaire Monsieur urgent. L pour Lemoine, Monsieur pour Mercier. L'agenda ne donne pas plus de détails, mais il prouve que Delacroix était impliqué dans quelque chose concernant Caroline. En parallèle, la juge ordonne des recherches approfondies sur le parcours de Caroline dans les mois précédant sa disparition. Un élément ressort. En janvier 1995, Caroline a porté plainte contre un professeur d'éducation physique, M. Franck Villiers, pour comportement inapproprié. Selon le procès-verbal, Villiers aurait fait des remarques déplacées sur le physique de plusieurs élèves féminines, dont Caroline, lors des cours de gymnastique. La plainte a été transmise à l'inspection académique, mais le dossier disciplinaire contre Villiers a mystérieusement disparu en février 1995. Villiers a continué à enseigner jusqu'à sa retraite en 2010. Coïncidence? La juge Dufresne convoque Franck Villiers le 7 mai 2018. Il a 75 ans, vit seul dans un pavillon de banlieue messine. Il se présente à la convocation sans avocat, apparemment serein. Interrogé sur la plainte de Caroline, il minimise. Des bêtises d'adolescente. Elles interprètent tout de travers à cet âge-là. Je n'ai jamais rien fait de répréhensible. Quand la juge lui demande s'il connaissait Raymond Delacroix, Villiers répond que oui, c'était son supérieur hiérarchique. On entretenait de bonnes relations professionnelles. La juge insiste. Avez-vous déjà discuté avec lui de la plainte de Caroline Mercier? Villiers hésite. Peut-être. Je ne me souviens pas précisément. Puis la juge sort une carte maîtresse. Elle présente à Villiers un relevé téléphonique récupéré dans les archives de France Télécom, miraculeusement conservé par erreur administrative. Le 13 mars 1995, à 20h37, un appel de 23 minutes a été passé depuis le domicile de Franck Villiers vers le domicile de Raymond Delacroix. Le soir même, où Caroline a passé une longue conversation téléphonique dans sa chambre. Villiers pâlit. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps. La juge le presse. Vous vous souvenez parfaitement. De quoi avez-vous parlé avec Delacroix ce soir-là? Villiers se lève brusquement. Je veux un avocat. Cette audition est terminée. L'enquête prend une nouvelle tournure. La juge émet l'hypothèse suivante. Franck Villiers, menacé par la plainte de Caroline, a contacté le proviseur Delacroix pour trouver une solution. Delacroix, soucieux de protéger la réputation du lycée, a imaginé un plan pour faire disparaître Caroline, éliminant ainsi le problème à sa source. Il a recruté Lemoine, Arnoux et Roussel pour organiser le piège.
Un faux contrôle, une fausse autorisation, une sortie isolée. Mais que s'est-il passé après que Caroline a quitté le lycée? Qui conduisait la voiture? Où est-elle allée? La juge ordonne une reconstitution minutieuse de ce matin du 14 mars 1995. Les enquêteurs revisitent tous les témoignages de 1995. Ils retrouvent le témoin anonyme qui avait parlé de la voiture grise. Il s'agit d'un commerçant, aujourd'hui octogénaire, qui tenait une boulangerie près du lycée. Il accepte de parler officiellement cette fois. C'était une Peugeot 405 grise. J'ai vu la jeune fille monter à l'avant. Le conducteur était un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, avec des lunettes. Je l'ai reconnu. C'était un professeur du lycée. Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans le quartier. Quand on lui montre des photos de 1995, il désigne sans hésitation Franck Villiers. Le 14 juin 2018, Franck Villiers est placé en garde à vue. Il nie d'abord avoir conduit une voiture grise en 1995. Puis les enquêteurs lui présentent les archives de la préfecture. En mars 1995, Villiers possédait effectivement une Peugeot 405 grise, immatriculée dans la Moselle. Face à cette preuve, Villiers s'effondre. D'accord, j'ai récupéré Caroline ce matin-là, mais je ne l'ai pas tuée. Je devais juste lui parler, la convaincre de retirer sa plainte. Delacroix me l'avait demandé. Il m'avait dit que si la plainte aboutissait, ma carrière était finie. J'avais 3 enfants à nourrir, j'étais désespéré. Villiers raconte une version glaçante de cette matinée. Il a attendu Caroline près du lycée, comme convenu avec Delacroix. Quand elle est sortie, il l'a appelée par la vitre ouverte. « Caroline, je peux te parler 2 minutes? C'est important. » Caroline, reconnaissant son professeur, s'est approchée. Villiers lui a demandé de monter dans la voiture, promettant de la ramener vite au lycée. Caroline, méfiante mais polie, a accepté. Ils ont roulé vers un endroit calme, un parking forestier à la sortie de Metz. Là, Villiers a tenté de la convaincre de retirer sa plainte. Je lui ai dit que c'était un malentendu, que ça allait détruire ma vie. Elle a refusé. Elle m'a dit que j'avais dépassé les bornes, que d'autres filles s'étaient de plainte aussi. Selon Villiers, la discussion s'est envenimée. Caroline a voulu sortir de la voiture. Villiers l'a retenue par le bras. Je voulais juste qu'elle m'écoute, mais elle a crié, elle m'a frappé. J'ai paniqué. J'ai attrapé son sac, je l'ai tiré vers moi. Elle est tombée en arrière, sa tête a heurté le montant de la portière. Ça a fait un bruit horrible. Elle s'est effondrée. Elle ne bougeait plus. Villiers affirme avoir tenté de la réanimer, sans succès. J'ai compris qu'elle était morte. J'ai paniqué complètement. J'ai appelé Delacroix depuis une cabine téléphonique. Il m'a dit de ne rien dire, qu'il allait gérer. Il m'a demandé où j'étais. Je lui ai indiqué le parking. D'après Villiers, Delacroix est arrivé 1 heure plus tard, accompagné d'un homme qu'il n'a jamais identifié. Ils ont pris en charge le corps de Caroline. Delacroix m'a dit de rentrer chez moi, de me comporter normalement, de ne jamais parler de ça à personne. Il m'a dit que si je parlais, j'irais en prison pour meurtre. Alors je me suis tu, pendant 23 ans. Les enquêteurs demandent à Villiers où se trouve le corps. Il prétend ne pas savoir. Delacroix ne me l'a jamais dit. Il voulait me protéger, disait-il. Moins j'en savais, mieux c'était. La juge Dufresne ne croit qu'à moitié ce récit. Trop commode de tout rejeter sur un mort. Les recherches s'intensifient autour du parking forestier mentionné par Villiers. Les techniciens de la police scientifique passent le sol au peigne fin. En juillet 2018, ils découvrent des traces organiques anciennes, compatibles avec la présence d'un corps humain dans les années 90. Mais pas de reste. Le corps a été déplacé. Les enquêteurs élargissent le périmètre de recherche. Ils analysent les propriétés de Raymond Delacroix en 1995. Il possédait un chalet isolé dans les Vosges, près du col de la Schlucht. Des fouilles sont organisées sur le terrain. Le 3 août 2018, les chiens détectent quelque chose sous une dalle de béton dans l'ancienne cave du chalet. Les ouvriers dégagent la dalle. Sous 3 mètres cubes de béton, ils trouvent des ossements humains, partiellement décomposés mais identifiables. L'analyse ADN est formelle. Il s'agit de Caroline Mercier. Elle est enveloppée dans une bâche plastique, vêtue du jean et du pull rouge qu'elle portait le 14 mars 1995. Son sac à dos est là aussi, intact. Les enquêteurs l'ouvrent avec précaution. À l'intérieur, ses cours, sa trousse, le sandwich au jambon préparé par Monique. Et une lettre, pliée en 4, glissée dans un cahier.
Une lettre écrite par Caroline elle-même quelques heures avant sa mort, sans qu'elle le sache encore. La lettre est datée du 13 mars 1995. Caroline y exprime ses craintes concernant Franck Villiers. « Je sais qu'il va essayer de me faire peur pour que je retire ma plainte. Monsieur Delacroix m'a convoqué hier dans son bureau. Il m'a dit que j'exagérais, que Villiers était un bon professeur, que j'allais lui détruire sa carrière pour rien. Mais je ne vais pas céder. D'autres filles ont subi la même chose. Si je me tais, ça continuera. Je vais jusqu'au bout, même si tout le monde me met la pression. » Cette lettre prouve que Caroline savait qu'elle était en danger. Elle prouve aussi que Delacroix était complice dès le départ. Le 10 août 2018, Franck Villiers est inculpé de meurtre avec préméditation. Gérard Lemoine, Didier Arnoux et Sylvie Roussel sont inculpés de complicité. La juge Dufresne estime que même si Villiers n'a pas prémédité le meurtre au sens strict, l'organisation du piège constitue une préméditation collective. Tous les 4 sont placés en détention provisoire. L'affaire éclate dans les médias nationaux. Les familles des anciennes élèves de Villiers se manifestent. 7 femmes témoignent avoir subi des attouchements ou des remarques déplacées de sa part entre 1985 et 2010. Aucune n'avait osé porter plainte. Le système les avait réduites au silence. Monique Mercier, 73 ans, apprend enfin la vérité sur la disparition de sa fille. Elle se rend sur la tombe où Caroline a enfin pu être inhumée en septembre 2018, après 23 ans d'errance. « Je savais qu'il mentait, je l'ai toujours su, mais personne ne voulait m'écouter. Maintenant, Caroline peut reposer en paix. Et ceux qui l'ont tuée vont payer. » Le procès est fixé pour octobre 2019. Il durera 3 semaines, mobilisant des dizaines de témoins, d'experts, de victimes collatérales. L'opinion publique suit l'affaire avec passion et dégoût. Comment un système éducatif a-t-il pu protéger un prédateur au point de sacrifier une adolescente? Le procès s'ouvre le 7 octobre 2019 devant la cour d'assises de Metz. La salle d'audience est bondée. Monique Mercier, vêtue de noir, s'assoit au premier rang, entourée de ses proches. Face à elle, les 4 accusés, Franck Villiers, 76 ans, voûté, le regard fuyant. Gérard Lemoine, 74 ans, le visage fermé, refusant tout contact visuel. Didier Arnoux, 69 ans, qui semble avoir vieilli de 10 ans en 1 an. Et Sylvie Roussel, 63 ans, les yeux rougis, qui sanglote déjà avant le début des débats. Le président de la Cour, M. Bertrand Lecomte, ouvre la séance avec gravité. Cette affaire pose une question fondamentale. Comment des adultes en position d'autorité ont-ils pu orchestrer la disparition d'une adolescente pour protéger l'un des leurs? Le premier jour est consacré à l'exposé des faits par la présidente de la Cour. Elle retrace minute par minute le piège tendu à Caroline. Le faux contrôle, l'autorisation falsifiée, la sortie programmée, la voiture qui attendait. Elle lit ensuite la lettre de Caroline trouvée dans son sac. Un silence glacial s'abat sur la salle. Plusieurs jurés ont les larmes aux yeux. Monique Mercier serre les poings. Villiers baisse la tête. Lemoine fixe le plafond. Arnoux tremble. Roussel pleure en silence. La présidente conclut « Caroline Mercier avait 17 ans. Elle voulait juste que justice soit faite. Elle a payé ce courage de sa vie. » Le deuxième jour, les avocats de la défense présentent leur stratégie. Maître Dubois, défenseur de Villiers, plaide l'accident. « Mon client ne voulait pas tuer Caroline. Il voulait la convaincre. Les choses ont dégénéré. C'est un homicide involontaire, pas un meurtre. » L'avocat général, Madame Perrin, bondit. Involontaire, Villiers a organisé un guet-apens. Il a attiré Caroline dans un lieu isolé. Il l'a retenue contre son gré. Quand elle a résisté, il l'a frappée. Puis il a fait disparaître son corps pendant 23 ans. Où est l'involontaire là-dedans? Le débat est lancé. La qualification juridique des faits sera un enjeu central du procès. Maître Fontaine, défenseuse de Lemoine, plaide l'obéissance hiérarchique. Gérard Lemoine a suivi les ordres de son supérieur, Raymond Delacroix. Il ne savait pas que Caroline allait mourir. Il pensait organiser un simple rendez-vous entre elle et Villiers pour régler le conflit. Il n'est pas complice de meurtre. Là encore, l'avocat général réplique « Lemoine a organisé un faux contrôle et une fausse autorisation. Il savait que quelque chose de grave se tramait. Il ne peut pas prétendre à l'innocence. » Pour Arnoux et Roussel, les défenses sont similaires. Ils ont obéi, ils ne savaient pas. Ils regrettent. Mais l'accusation maintient
Sans leur aide, le piège n'aurait pas fonctionné. Le troisième jour, Franck Villiers est appelé à la barre. Il s'avance lentement, appuyé sur une canne. Il est invité à raconter sa version des faits. Il répète ce qu'il a dit lors de l'instruction. Il voulait juste parler à Caroline, la convaincre de retirer sa plainte. « Je n'ai jamais voulu la tuer. Quand elle est tombée, j'ai paniqué. J'aurais dû appeler les secours, mais j'avais peur. Peur de perdre mon travail, ma famille, ma vie. Alors j'ai appelé Delacroix. C'est lui qui a tout organisé après. Je n'ai jamais su où il avait mis le corps. La présidente le coupe. Vous avez attendu 23 ans pour dire la vérité. Pourquoi maintenant? Villiers hésite. Parce que je ne pouvais plus vivre avec ça. L'avocat général prend la parole. Monsieur Villiers, vous dites que Caroline est tombée. Pourtant, le médecin légiste a établi que les fractures du crâne de Caroline sont incompatibles avec une simple chute. Elle a reçu plusieurs coups violents sur la tête. Comment expliquez-vous cela? Villiers pâlit. Je ne me souviens pas bien. C'était confus. Peut-être que je l'ai poussée plus fort que je ne pensais. L'avocat général insiste. Ou peut-être que vous avez frappé Caroline délibérément pour la faire taire. Peut-être que ce n'était pas un accident. Villiers se tait. Il ne répondra plus aux questions pendant le reste de son audition. Son silence pèse lourd. Le quatrième jour, c'est au tour de Gérard Lemoine. Il se présente à la barre avec une attitude défensive. Il maintient qu'il a agi sur ordre de Delacroix sans savoir ce qui allait se passer. Delacroix m'a dit que Villiers voulait juste discuter avec Caroline, que c'était une affaire entre eux. Je ne posais pas de questions, c'était mon supérieur. La présidente lui demande « Vous ne trouviez pas étrange qu'on organise un faux contrôle et une fausse autorisation juste pour une discussion ?» Lemoine hésite. « Si, peut-être. Mais Delacroix était persuasif. Il disait que c'était pour le bien du lycée. » La présidente secoue la tête. « Pour le bien du lycée ou pour protéger Villiers ?» L'avocat de la partie civile, représentant Monique Mercier, interroge Lemoine. « Après la disparition de Caroline, vous n'avez jamais eu de doute ? Vous n'avez jamais pensé que le contrôle et l'autorisation pouvaient être liés ?» Lemoine baisse les yeux. « Si, j'y ai pensé. Mais Delacroix m'a dit de ne rien dire. Il m'a dit que si je parlais, je serais impliqué, que ma carrière serait détruite. Alors je me suis tu. » L'avocat insiste. « Vous avez préféré sauver votre carrière plutôt que d'aider à retrouver Caroline. » Lemoine ne répond pas. Il retourne s'asseoir, le visage fermé. Dans la salle, les murmures sont hostiles. Le cinquième jour, Didier Arnoux est appelé. Il est le plus fragile des accusés. Il pleure dès qu'il ouvre la bouche. Je regrette tellement. Si j'avais su, jamais je n'aurais organisé ce contrôle. Delacroix m'a dit que c'était une demande administrative, une simple formalité. Je n'ai pas posé de questions. La présidente lui demande « Vous étiez professeur de Caroline. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi elle devait passer un contrôle de rattrapage alors qu'elle n'avait rien raté. » Arnoux hésite. « Si, ça m'a semblé bizarre, mais j'ai fait confiance à Delacroix. » L'avocat général intervient. « Ou vous avez fermé les yeux, parce que c'était plus facile. » Arnoux se défend. « Je n'ai jamais su ce qui allait se passer. Quand Caroline a disparu, j'ai eu des soupçons, mais Delacroix m'a assuré que ça n'avait rien à voir avec le contrôle. J'ai voulu le croire. » L'avocat de Monique Mercier le confronte. « Pendant 23 ans, vous avez laissé une famille souffrir alors que vous auriez pu dire la vérité. » Arnoux sanglote. « Je sais, j'aurais dû parler, mais j'avais peur. Delacroix m'avait menacé. Il m'avait dit que si je parlais, il me détruirait. Je suis un lâche. C'est la première fois qu'un des accusés assume sa lâcheté. Certains jurés semblent touchés, d'autres restent de marbre. Le 6e jour, Sylvie Roussel témoigne. Elle est effondrée dès son arrivée à la barre. Je suis désolé, tellement désolé. Si j'avais su ce qui allait arriver, jamais je n'aurais fait ça. Elle raconte comment Lemoine lui a demandé de préparer l'autorisation, comment il lui a fourni la signature de Monique Mercier. Il m'a dit que c'était une situation exceptionnelle, que les parents étaient d'accord mais ne pouvaient pas venir. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. La présidente lui demande. Après la disparition, vous n'avez pas fait le lien? Roussel pleure. Si. Mais Lemoine m'a dit de ne rien dire. Il m'a dit que si je parlais, je perdrais mon travail. L'avocat général interroge Roussel sur les conséquences de son silence. Vous avez laissé Monique Mercier chercher sa fille pendant 23 ans. Vous auriez pu lui dire la vérité. Vous auriez pu soulager sa douleur.
Pourquoi ne l'avez-vous pas fait » Roussel sanglote. « Parce que j'avais peur. Peur de perdre mon travail, peur d'aller en prison, peur de tout. Je sais que c'est égoïste. Je sais que j'ai contribué à la mort de Caroline. Je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon. » Elle se tourne vers Monique Mercier. « Madame Mercier, je suis désolé. Tellement désolé. » Monique ne la regarde pas. Elle fixe le vide. Le 7e jour est consacré au témoignage des anciennes élèves de Villiers. 7 femmes se succèdent à la barre, racontant les attouchements, les remarques, les intimidations. Certaines pleurent, d'autres parlent avec colère. Toutes disent la même chose. Elles n'ont jamais osé porter plainte parce qu'elles savaient que personne ne les croirait. On nous disait que Villiers était un bon professeur, qu'on exagérait, qu'on cherchait les problèmes. L'une d'elles, Aurélie, ancienne camarade de Caroline, témoigne « Caroline a été la seule à avoir le courage de porter plainte. Et regardez ce qui lui est arrivé, ça nous a toutes terrorisées. On s'est dit que si on parlait, on finirait comme elle. » Les témoignages des anciennes élèves révèlent un système de protection institutionnelle autour de Villiers. Plusieurs d'entre elles avaient signalé ces comportements à des surveillants, à des conseillers d'éducation, même à Delacroix. Rien n'avait été fait. On nous disait de ne pas faire de vagues, que Villiers avait une famille, qu'on allait lui détruire sa vie. Ce silence institutionnel a permis à Villiers d'abuser pendant 25 ans. Caroline a été la première à briser ce silence. Et elle en est morte. Les jurés écoutent avec une gravité croissante. L'ampleur du scandale dépasse le simple meurtre de Caroline. C'est tout un système qui est jugé. Le 8e jour, des témoins extérieurs sont entendus. Le commerçant qui a vu Caroline monter dans la voiture de Villiers, l'archiviste Thomas Pelletier qui a retrouvé les documents, la juge Dufresne qui a rouvert l'enquête. Tous apportent des éléments factuels, consolidant l'accusation. Puis c'est au tour de Monique Mercier de témoigner. Elle s'avance lentement, le dos droit, le regard fixe. Elle raconte les 23 ans de souffrance, les nuits sans sommeil, les lettres sans réponse, les portes fermées. J'ai supplié tout le monde de m'aider. Les gendarmes, les juges, les journalistes. Personne ne voulait m'écouter. On me disait que Caroline avait fugué, qu'elle reviendrait. Mais je savais, une mère sait. Monique se tourne vers les accusés. « Vous m'avez volé ma fille. Vous m'avez volé 23 ans de sa vie. Je ne la verrai jamais se marier, avoir des enfants, vieillir. Tout ça parce que vous avez préféré protéger votre confort, votre carrière, votre réputation. Caroline n'avait que 17 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Et vous la lui avez prise. » Sa voix tremble, mais elle ne pleure pas. Elle est au-delà des larmes. Elle conclut « Je veux que justice soit faite. Pas pour me venger, mais pour que Caroline puisse enfin reposer en paix, et pour que ça ne se reproduise jamais. » Le 9e jour, les experts psychiatres présentent leurs évaluations. Villiers est diagnostiqué avec un trouble de la personnalité narcissique et une absence d'empathie pathologique. Il ne ressent pas de remords sincères. Ses excuses sont stratégiques, destinées à minimiser sa responsabilité. Le moine est jugé opportuniste et carriériste, mais sans pathologie psychiatrique. Il a fait des choix conscients pour protéger sa position. Arnoux présente des troubles anxieux et une dépression réactionnelle. Il est rongé par la culpabilité, mais ça ne change pas ce qu'il a fait. Roussel souffre de stress post-traumatique lié à son rôle dans l'affaire. Elle est sincèrement repentante, mais ça ne l'exonère pas. Le 10e jour, les avocats plaident. L'avocat général, Madame Perrin, demande la perpétuité pour Villiers, 20 ans pour le moine, 15 ans pour Arnoux, 10 ans pour Roussel. Ces 4 personnes ont orchestré la mort de Caroline. Ils ont ensuite maintenu le silence pendant 23 ans, ajoutant la cruauté à l'horreur. Ils méritent une condamnation exemplaire. Les avocats de la défense plaident les circonstances atténuantes, l'âge des accusés, leurs regrets, l'absence de préméditation. Maître Dubois demande l'acquittement de Villiers pour meurtre et une requalification en homicide involontaire. Les autres avocats demandent la clémence pour leurs clients, plaidant qu'ils étaient des pions dans un système corrompu. Le 11e jour, les jurés se retirent pour délibérer. L'attente dure près de 8 heures. La tension est palpable. Monique Mercier attend sur un banc du palais de justice, entourée de sa famille et de soutien. À 19h30, les jurés reviennent. Le verdict est rendu. Franck Villiers est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle.
Gérard Lemoine est reconnu coupable de complicité de meurtre. Il est condamné à 20 ans. Didier Arnoux est reconnu coupable de complicité. Il est condamné à 15 ans. Sylvie Roussel est reconnue coupable de complicité. Elle est condamnée à 12 ans. Monique Mercier écoute le verdict sans réaction visible. Puis elle se lève et quitte la salle d'audience digne. Dehors, face aux caméras, elle déclare simplement « Caroline peut enfin reposer en paix. C'est tout ce que je voulais. » Les accusés sont emmenés. Villiers ne dit rien. Lemoine reste impassible. Arnoux pleure. Roussel s'effondre. Le procès est terminé. Mais les questions restent. Comment un tel système a-t-il pu exister? Combien d'autres Carolines sont passées entre les mailles du filet? Combien d'autres prédateurs sont encore protégés par des institutions qui préfèrent le silence à la vérité? Après le procès, l'affaire Caroline Mercier ne s'arrête pas aux portes du tribunal. Elle déclenche une vague d'introspection nationale sur les dysfonctionnements du système éducatif français. En novembre 2019, le ministère de l'Éducation nationale lance une enquête interne sur les mécanismes de signalement des violences scolaires. Un rapport publié en février 2020 révèle des chiffres glaçants. Entre 1990 et 2010, plus de 300 plaintes pour comportements inappropriés d'enseignants ont été classées sans suite par manque de preuves ou pression hiérarchique. Combien de ces plaintes cachèrent des affaires comme celle de Caroline? Personne ne peut le dire avec certitude. L'enquête ministérielle identifie plusieurs failles structurelles. Premièrement, l'absence de protocole clair pour traiter les plaintes d'élèves contre des enseignants. Les signalements étaient souvent gérés en interne par les proviseurs, sans transmission systématique aux autorités judiciaires. Deuxièmement, la culture du silence. Dénoncer un collègue était perçu comme une trahison corporatiste. Troisièmement, la priorité donnée à la réputation de l'établissement sur la sécurité des élèves. Ces mécanismes ont permis à des prédateurs comme Villiers de sévir pendant des décennies, protégés par une omerta institutionnelle. Le rapport recommande une réforme en profondeur, incluant la création d'un organisme indépendant pour traiter les plaintes. Parallèlement, plusieurs anciennes élèves de Villiers intentent des procès civils contre l'Éducation nationale pour défaut de protection. En mars 2020, 15 femmes déposent une action collective réclamant des dommages et intérêts. Elles arguent que l'institution savait ce qui se passait et n'a rien fait. Les avocats de l'État tentent de minimiser, arguant que les faits sont prescrits. Mais l'opinion publique ne l'entend pas ainsi. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag #Justice pour Caroline devient viral. Des milliers de personnes partagent leurs propres histoires d'abus non signalés, de plaintes étouffées, de prédateurs protégés. L'affaire dépasse largement le cas Mercier. Elle devient le symbole d'un système défaillant. En juin 2020, l'État français annonce un accord avec les plaignantes. 15 millions d'euros d'indemnisation au total, répartis entre les victimes. Ce n'est pas une reconnaissance de culpabilité, précise le ministère, mais un geste de compassion. Les avocates des victimes dénoncent cette formulation. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la réparation. L'État a failli à son devoir de protéger ces jeunes filles. Il doit assumer. L'accord est finalement signé en septembre 2020. Pour Monique Mercier, l'argent n'a aucune importance. Rien ne me rendra ma fille. Mais au moins, son histoire aura servi à quelque chose. D'autres filles seront peut-être protégées grâce à elle. Pendant ce temps, les accusés purgent leur peine. Franck Villiers, incarcéré à la maison centrale de Poissy, refuse toute interview. Il passe ses journées en isolement, par choix et par sécurité. Les détenus n'aiment pas les prédateurs sexuels. Gérard Lemoine, détenu à Fresnes, accepte une interview télévisée en janvier 2021. Il maintient qu'il a agi sous la contrainte de Delacroix. Je n'excuse rien. Mais je veux que les gens comprennent que j'étais pris dans un système qui ne laissait pas de place à la contestation. Delacroix était un homme puissant, craint. On ne lui disait pas non. Cette interview provoque un tollé. Les familles des victimes y voient une tentative de victimisation. Didier Arnoux, quant à lui, sombre dans une dépression sévère. Il tente de se suicider en mars 2021 en avalant des médicaments. Il est sauvé in extremis par les gardiens. Transféré à l'hôpital pénitentiaire, il reçoit un traitement psychiatrique. Dans une lettre envoyée à Monique Mercier en mai 2021, il écrit « Madame Mercier, je sais que rien de ce que je dirai ne changera ce qui s'est passé, mais je veux que vous sachiez que je pense à Caroline chaque jour. Je regrette profondément mon rôle dans cette tragédie.
Je mérite ma punition. Monique ne répond pas. Elle a tourné la page autant qu'elle le peut, mais la lettre est rendue publique par l'avocat d'Arnoux, cherchant peut-être à humaniser son client. Sylvie Roussel, détenue à Rennes, se comporte en prisonnière modèle. Elle suit des thérapies, participe aux activités, aide les autres détenus. En novembre 2021, elle demande une libération conditionnelle, arguant de sa bonne conduite et de ses remords sincères. La demande est rejetée. Le crime est trop grave. Votre participation a directement contribué à la mort de Caroline. Une libération anticipée serait un affront à sa mémoire. Roussel accepte la décision sans broncher. Elle continue sa peine, consciente qu'elle ne sortira pas avant plusieurs années. Dans une lettre à sa famille, elle écrit « Je paie pour mes erreurs. C'est normal. Je mérite d'être ici. » En parallèle, l'affaire inspire des œuvres culturelles. Un documentaire télévisé diffusé sur France 2 en octobre 2021 retrace l'enquête minute par minute. Il attire près de 5 millions de téléspectateurs. Un livre, écrit par un journaliste d'investigation, sort en novembre 2021 et devient un best-seller. Un film est en projet, annoncé pour 2023. Monique Mercier refuse toute adaptation cinématographique de l'histoire de sa fille. Caroline n'est pas un divertissement. C'est une victime. Je ne veux pas que sa mort devienne un spectacle. Le projet de film est finalement abandonné face à la pression de l'opinion publique et de la famille. L'affaire a également des répercussions politiques. En janvier 2022, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale pour renforcer la protection des élèves contre les abus. Le texte prévoit la création d'une cellule d'écoute nationale, indépendante de l'Éducation nationale, pour recueillir les signalements. Il impose également une formation obligatoire pour tous les personnels éducatifs sur la détection et la prévention des abus. La loi est adoptée en juin 2022 à une large majorité. Elle est baptisée Loi Caroline Mercier. Monique est présente lors de la promulgation. Elle déclare « Cette loi ne ramènera pas ma fille, mais elle sauvera peut-être d'autres vies. C'est tout ce que je peux espérer. » En septembre 2022, le lycée Georges de la Tour inaugure une plaque commémorative en l'honneur de Caroline. La cérémonie est sobre, émouvante. Monique y assiste, entourée d'anciennes camarades de Caroline, d'enseignants, d'élèves actuels. La plaque porte une inscription simple. En mémoire de Caroline Mercier, 1977-1995. Son courage ne sera jamais oublié. Le proviseur actuel prononce un discours. Caroline a payé le prix ultime pour avoir osé dire la vérité. Nous devons honorer sa mémoire en veillant à ce que plus jamais un élève ne soit sacrifié au nom du silence institutionnel. Les élèves présents applaudissent. Certains pleurent. Caroline est devenue un symbole. Mais l'affaire réserve encore des surprises. En novembre 2022, un ancien collègue de Raymond Delacroix, retraité, contacte la gendarmerie. Il affirme détenir des informations sur d'autres affaires étouffées par Delacroix dans les années 90. Delacroix était un maître dans l'art de faire disparaître les problèmes. Caroline n'était pas la première. Il y a eu d'autres cas, d'autres élèves dont les plaintes ont été enterrées. J'ai gardé des documents par précaution, au cas où. Je pense qu'il est temps de les révéler. Les enquêteurs récupèrent les documents. Ils révèlent 3 autres affaires impliquant des enseignants accusés de harcèlement ou d'agression sexuelle, toutes classées sans suite entre 1992 et 1988. Ces révélations relancent l'enquête. Les victimes de ces affaires sont contactées. Certaines acceptent de témoigner, d'autres refusent, trop traumatisées pour revivre le passé. En janvier 2023, une nouvelle instruction est ouverte. Elle cible les mécanismes de couverture institutionnelle mis en place par Delacroix et ses complices. Plusieurs anciens cadres de l'Éducation nationale sont convoqués. Certains nient, d'autres avouent avoir fermé les yeux. On nous disait que c'était pour le bien du système, que si on exposait ces affaires, ça détruirait la confiance dans l'école publique. Alors on se taisait. Ce système de silence n'était pas propre à Metz. Il existait ailleurs, dans d'autres académies, d'autres lycées. En mars 2023, le ministère de l'Éducation nationale publie un second rapport, encore plus accablant que le premier. Il estime qu'entre 1980 et 2010, plusieurs milliers de plaintes d'élèves ont été étouffées ou minimisées. Le rapport conclut « L'institution a privilégié sa réputation sur la sécurité de ses élèves. Ce choix a eu des conséquences dramatiques, dont l'affaire Caroline Mercier n'est que la partie visible de l'iceberg. » Le ministre de l'Éducation présente des excuses publiques aux victimes.
Au nom de l'État, je présente mes excuses les plus sincères à toutes celles et ceux qui ont été trahis par l'institution censée les protéger. Les excuses sont accueillies avec scepticisme par les associations de victimes. Franck Villiers, toujours détenu, voit sa peine confirmée en appel en avril 2023. Il ne sortira pas de prison avant 2049, à l'âge de 106 ans. Il mourra probablement en détention. Gérard Lemoine, lui, voit sa peine légèrement réduite à 18 ans en appel en raison de son âge et de sa santé déclinante. Didier Arnoux obtient une réduction à 12 ans, compte tenu de sa dépression et de ses remords. Sylvie Roussel voit sa peine confirmée. Elle restera derrière les barreaux jusqu'en 2030 au minimum. Les verdicts en appel sont perçus comme justes par l'opinion publique. Personne ne plaide pour la clémence envers les accusés. Le crime était trop grave. En juin 2023, Monique Mercier publie un livre de témoignages intitulé « Caroline, ma fille ». Elle y raconte les 23 ans de combat pour la vérité, la douleur, les espoirs déçus et finalement la justice rendue. Le livre devient un succès en librairie, non pour son aspect sensationnel, mais pour son honnêteté brute. Monique y décrit Caroline telle qu'elle était, une adolescente ordinaire, courageuse, pleine de rêves. Je veux que les gens se souviennent d'elle comme d'une jeune fille vivante, pas seulement comme une victime. Les recettes du livre sont reversées à une association d'aide aux victimes de violences scolaires créée en mémoire de Caroline. En septembre 2023, l'association Caroline Mercier pour la protection des élèves est officiellement lancée. Elle propose des permanences d'écoute, un accompagnement juridique pour les victimes et des interventions dans les établissements scolaires pour sensibiliser élèves et enseignants. Monique en est la présidente d'honneur. Si l'histoire de Caroline peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à oser parler, alors tout ce combat aura eu un sens. L'association reçoit des centaines de témoignages dès les premières semaines. Beaucoup viennent d'adultes qui ont subi des abus des décennies auparavant et n'avaient jamais osé en parler. L'affaire Caroline a libéré la parole, et avec elle, l'espoir d'un changement. En octobre 2023, une cérémonie nationale est organisée au ministère de l'Éducation nationale. Monique Mercier y est invitée en tant qu'invitée d'honneur. Le ministre lui remet symboliquement la médaille de l'Ordre national du mérite, à titre posthume pour Caroline. Caroline Mercier est devenue un symbole de courage et de résistance face à l'injustice. Son histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger, même après des décennies de silence. Monique accepte la médaille, les yeux secs. Elle ne pleure plus depuis longtemps. Caroline aurait préféré vivre sa vie plutôt que de recevoir des honneurs posthumes. Mais je reçois cette médaille pour toutes les victimes qui n'ont jamais eu justice. La même semaine, une exposition itinérante intitulée « Briser le silence » débute à Paris. Elle retrace l'affaire Caroline Mercier à travers des documents, des photos, des témoignages. L'exposition voyage ensuite dans toute la France, passant par Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Des milliers de personnes la visitent. Beaucoup en ressortent bouleversés. Dans les livres d'or, on peut lire des messages poignants. « Merci Caroline pour ton courage. Tu n'es pas morte en vain. Nous ne t'oublierons jamais. » L'exposition devient un lieu de mémoire et de prise de conscience collective. Elle rappelle que les abus ne sont pas des faits divers isolés, mais des symptômes d'un système dysfonctionnel. En novembre 2023, un colloque international est organisé à Strasbourg sur le thème « Protéger les élèves ». Leçon de l'affaire Mercier. Des experts en éducation, des juristes, des psychologues, des représentants d'associations de victimes y participent. Les discussions portent sur les mécanismes de prévention, de signalement et de traitement des violences en milieu scolaire. Monique Mercier y intervient en tant que témoin. Elle raconte son parcours, sa lutte et lance un appel. Ne laissez jamais le silence l'emporter. Si vous voyez quelque chose, si vous savez quelque chose, parlez. Ne laissez pas d'autres Caroline mourir parce que personne n'a osé dire la vérité. Son intervention est saluée par une ovation debout. En décembre 2023, une enquête journalistique révèle que Franck Villiers avait déjà été signalé dans les années 80 pour comportement inapproprié dans un lycée de Nancy avant d'être muté à Metz. Les signalements avaient été classés sans suite et Villiers avait obtenu sa mutation sans que son nouveau lycée soit informé. Ce système de mutation discrète, surnommé le carrousel des prédateurs, permettait à des enseignants problématiques de changer d'établissement sans que leur passé les rattrape. L'enquête révèle que des dizaines d'enseignants
ont bénéficié de ce système entre les années 70 et 2000. La révélation provoque un scandale supplémentaire. Le ministère promet une réforme immédiate des procédures de mutation. En janvier 2024, une nouvelle loi est adoptée pour interdire les mutations discrètes. Désormais, tout signalement pour comportement inapproprié doit être transmis au nouvel établissement en cas de mutation. De plus, un registre national des signalements est créé, accessible aux enquêteurs et aux autorités académiques. Les syndicats d'enseignants protestent, arguant que cela crée une présomption de culpabilité. Mais l'opinion publique soutient massivement la loi. Les sondages montrent que 95% des Français estiment que la protection des élèves doit primer sur la carrière des enseignants. La loi entre en vigueur en mars 2024. Elle porte le nom de « Loi de protection des élèves Caroline Mercier ». Pendant ce temps, les anciennes élèves de Villiers poursuivent leur combat pour la reconnaissance. En février 2024, elles publient un livre collectif intitulé « Nous aussi, nous étions Caroline ». Chacune y raconte son histoire, les abus subis, le silence imposé, les traumatismes persistants. Le livre devient un témoignage poignant sur les mécanismes du silence et de la honte. Il rappelle que derrière chaque affaire médiatisée, il y a des dizaines, voire des centaines, de victimes invisibles. Le livre est préfacé par Monique Mercier. Ces femmes ont trouvé le courage de parler grâce à Caroline. Je suis fier d'elle. Je sais que ma fille serait fière aussi. En mars 2024, une cérémonie est organisée au cimetière de Metz, à l'occasion du 29e anniversaire de la disparition de Caroline. Plusieurs centaines de personnes se rassemblent autour de sa tombe. Des bougies sont allumées, des fleurs déposées. Monique Mercier lit un poème qu'elle a écrit pour sa fille. « Tu avais 17 ans, tu voulais changer le monde. Tu as osé dire non, tu as osé être forte. Ils t'ont pris ta vie, mais ils n'ont pas pris ta voix. Aujourd'hui, tu parles à travers nous. Aujourd'hui, tu n'es plus seule. » Les personnes présentes reprennent en chœur les derniers vers. C'est un moment de recueillement intense, mais aussi d'espoir. Caroline est devenue un symbole vivant de la lutte contre les abus. En avril 2024, un documentaire international est diffusé sur plusieurs chaînes européennes. Intitulé « The Caroline Mercier Case When Institutions Fail », il retrace l'affaire et la compare à des cas similaires en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Le documentaire montre que le phénomène de protection institutionnelle des prédateurs n'est pas propre à la France. Il existe partout où les institutions privilégient leur image sur la sécurité des individus. Le documentaire conclut sur un appel à une réforme globale des systèmes éducatifs européens. Il reçoit plusieurs prix internationaux, dont le prix Europa pour le meilleur documentaire d'investigation. Monique Mercier est invitée à recevoir le prix au nom de sa fille. Elle déclare « Caroline est devenue une voix pour toutes les victimes, partout dans le monde. » En mai 2024, Sylvie Roussel, toujours détenue, accorde une longue interview écrite à un magazine français. Elle y détaille son parcours, ses regrets et son combat pour comprendre comment elle a pu participer à un tel crime. « Je me suis demandé 1000 fois comment j'avais pu faire ça. J'étais une femme ordinaire, une mère, une employée consciencieuse. Et pourtant, j'ai contribué à la mort d'une adolescente. J'ai compris que le mal n'a pas toujours un visage monstrueux. Parfois, il prend la forme de la lâcheté, de l'obéissance aveugle, du silence complice. Je veux que mon histoire serve d'avertissement. Ne fermez jamais les yeux, même si c'est plus facile, même si vous avez peur. » L'interview suscite des réactions mitigées. Certains y voient une tentative de rédemption sincère. D'autres, une stratégie pour obtenir une libération anticipée. En juin 2024, Didier Arnoux meurt en prison d'un arrêt cardiaque. Il avait 74 ans. Sa famille demande une inhumation discrète. Aucune cérémonie publique n'est organisée. Monique Mercier apprend la nouvelle sans émotion particulière. Il a payé pour ses actes. C'est tout ce que je peux dire. La mort d'Arnoux ne change rien à l'affaire, mais elle rappelle que le temps passe, que les protagonistes vieillissent, meurent. Seule Caroline reste figée à 17 ans, éternellement jeune dans les photos. Monique garde une photo de sa fille dans son salon. Caroline souriante, en pull rouge, ses cheveux châtains au vent. C'est comme ça que je veux me souvenir d'elle, vivante, souriante, pleine d'espoir. En juillet 2024, Gérard Lemoine, lui aussi détenu, tombe gravement malade. Il est hospitalisé pour un cancer avancé.
Son pronostic vital est engagé. Sa famille demande une libération pour raison médicale. La demande est examinée par le juge d'application des peines. Les associations de victimes s'y opposent fermement. Il a refusé de soulager Monique Mercier pendant 23 ans. Maintenant, il demande de la compassion? C'est indécent. La demande est rejetée. Le moine restera en détention jusqu'à la fin. Il meurt en septembre 2024, à l'âge de 75 ans. Son décès ne provoque aucune émotion. Il s'éteint dans l'indifférence générale, un homme dont le nom restera associé à l'un des scandales les plus sordides de l'histoire éducative française. En octobre 2024, Monique Mercier fête ses 77 ans. Elle est fatiguée, vieillie par les épreuves, mais toujours debout. Elle continue son travail au sein de l'association Caroline Mercier. Elle donne des conférences, répond aux courriers des victimes, participe aux débats publics. Tant que j'aurai des forces, je continuerai. Pour Caroline et pour toutes les Carolines qu'on n'entend pas. Elle reçoit régulièrement des messages de remerciement de personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, mais qui ont trouvé dans son histoire la force de parler, de porter plainte, de se battre. Ces messages la maintiennent en vie. Ils donnent un sens à sa douleur. Caroline n'est pas morte en vain. Sa mémoire sauve des vies. En novembre 2024, l'affaire Caroline Mercier est inscrite au programme d'enseignement moral et civique dans plusieurs académies françaises. Les élèves de 3e et de seconde étudient le cas comme exemple de courage civique, de lutte contre l'injustice et de défaillance institutionnelle. Des débats sont organisés en classe. Comment réagir face à une injustice? Comment ne pas céder au silence? Comment construire un système qui protège vraiment les victimes? Les enseignants rapportent que ces débats sont parmi les plus intenses et les plus engagés de l'année. Les élèves sont touchés par l'histoire de Caroline, qui avait leur âge. Certains disent qu'ils n'oublieront jamais cette histoire. C'est exactement ce que Monique espérait. En décembre 2024, Franck Villiers, toujours détenu, refuse toute visite, toute interview, tout contact avec l'extérieur. Il passe ses journées seul dans sa cellule, refusant même de participer aux activités pénitentiaires. Les surveillants rapportent qu'il semble éteint, comme s'il attendait la mort. Il a aujourd'hui 78 ans, une santé déclinante, aucune perspective de sortie. Il mourra probablement en prison, détesté de tous. Son nom est devenu synonyme de prédation et de lâcheté. Aucun livre, aucun film ne racontera son histoire avec empathie. Il restera dans l'histoire comme le monstre qui a tué Caroline Mercier. Et c'est peut-être la pire punition de toutes, être effacé de l'humanité, réduit à ses crimes. En janvier 2025, une dernière cérémonie est organisée pour marquer le 30e anniversaire de la disparition de Caroline. Une plaque commémorative est inaugurée à la gare de Metz, non loin de l'endroit où Caroline a été vue pour la dernière fois. L'inscription dit « En mémoire de Caroline Mercier, 1977-1995, et de toutes les victimes du silence institutionnel. Puisse leur courage inspirer les générations futures à toujours dire la vérité. » Monique Mercier est présente, entourée de centaines de personnes. Elle pose sa main sur la plaque, ferme les yeux un instant, puis elle se tourne vers la foule et dit simplement « Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir oublié. » C'est une conclusion sobrement puissante à 3 décennies de douleur et de combat. Le 14 mars 1995, Caroline Mercier avait 17 ans et toute la vie devant elle. Elle voulait devenir médecin, voyager, fonder une famille. Elle aimait lire, écouter de la musique, rire avec ses amis. Elle était ordinaire dans le meilleur sens du terme, une adolescente pleine de rêves et d'espoir. Mais elle était aussi extraordinaire, car elle a eu le courage de dire non à l'injustice. Ce courage lui a coûté la vie. Pendant 23 ans, ces assassins ont cru qu'ils s'en sortiraient. Ils ont cru que le silence tiendrait. Mais ils avaient sous-estimé l'amour d'une mère et la force de la vérité. Aujourd'hui, Caroline repose en paix dans le cimetière de Metz. Sa tombe est régulièrement fleurie par des inconnus, des victimes, des sympathisants. Elle est devenue un symbole, une inspiration, une voix pour ceux qui n'en ont pas. L'affaire Caroline Mercier a changé la France. Elle a exposé les failles d'un système qui protégeait les prédateurs au détriment des victimes. Elle a libéré la parole, provoqué des réformes, sauvé peut-être d'autres vies. Caroline n'a pas vécu la vie qu'elle méritait. Mais sa mort a eu un sens, et c'est tout ce que Monique pouvait espérer, que sa fille ne soit pas morte pour rien. L'histoire de Caroline nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger,
même après des décennies. Qu'aucun système, aussi puissant soit-il, ne peut étouffer indéfiniment les voix de celles et ceux qu'il a trahis, et que le courage d'une seule personne, même jeune, même vulnérable, peut changer le monde. Caroline Mercier avait 17 ans. Elle n'a pas pu vivre sa vie, mais elle a changé la nôtre, et pour cela, nous ne l'oublierons jamais.